Haïba, l'actualité internationale qui nous concerne. C'est le nouveau rendez-vous de Haïba FM que nous allons vous proposer une fois par semaine. Nous viendrons discuter avec notre directeur général sur les questions d'actualité, les événements qui se passent au niveau international et qui nous touchent de près ou qui pourraient nous toucher de près dans l'avenir. Aujourd'hui, nous allons démarrer cette nouvelle émission avec la question du moment qui est la crise européenne ou mondiale, puisqu'il s'agit de la guerre en Ukraine et donc de la rencontre qui a eu lieu hier entre le président Donald Trump des États-Unis et le président ukrainien Zelensky. Le monde entier l'a vu en direct, puisque pour la première fois, les discussions entre deux présidents se sont passées en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux, vues dans le monde entier. Et nous avons vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire une incompréhension. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Hier, donc, le président ukrainien est allé à Washington pour voir le président Trump. Ce qui avait été annoncé était la signature d'un accord entre l'Ukraine et les États-Unis. Les États-Unis ont disent que l'Ukraine doit aux États-Unis environ 350 milliards de dollars pour le soutien, l'effort de guerre des États-Unis, que les États-Unis ont dépensé pour soutenir l'Ukraine contre ce qu'ils appellent l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Le président ukrainien s'est rendu donc à Washington et ce que nous avons vu, c'est quelque chose d'inimaginable, une querelle, une bagarre, presque des insultes, de cours de récréation entre le président et le vice-président des États-Unis d'une part et le président Zelensky. Partout, effectivement dans le monde, chacun se demande qu'est-ce que c'est. D'abord, c'était supposé être une entrevue entre les présidents. Généralement, c'est la première fois qu'on voit ça en direct. Généralement, ils se serrent la main, ils sourient, ils font une petite déclaration, ils discutent et puis ils sortent. Là, le président Trump innove, fait des tas de choses nouvelles qu'on n'a jamais vues. Tout devait se passer devant les caméras du monde entier. Je pense que dans l'idée de Trump, c'était à la fois un traquenard parce que plusieurs fois, il a écrit que le président ukrainien n'est pas élu, n'a pas de mandat légitime, et alors qu'il continue. Et il est incompétent. Mais je pense aussi que le président Trump s'est dit que personne n'oserait venir chez lui et ne pas signer, ne pas faire ce qu'il attendait de lui. Tellement il est tellement puissant qu'il peut humilier, dire ce qu'il veut, et tout le monde doit le respecter, comme on a entendu le vice-président J.D. Vance reprocher au président ukrainien de manquer de respect. Il lui a dit, vous devez respecter les États-Unis, la Maison-Blanche et le président et être reconnaissant. C'est une nouveauté. Quand on lit la presse, la grande presse américaine, personne ne comprend. Les mots étaient très durs du président Donald Trump et même de son vice-président vis-à-vis d'un autre président, quand bien même il serait en position de faiblesse.
C'était cru. Mais c'est clair. Et le président Trump a parlé en joueur de casino. Bon, il est aussi propriétaire de casino. Il lui a dit à un moment donné, mais vous n'avez pas de carte en main. C'est-à-dire, votre position est si faible. Et Zelensky lui a dit, mais je ne joue pas aux cartes. Là, on sait que ce qu'on appelle la droite ou l'extrême droite américaine est depuis longtemps contre le président ukrainien. Une grande partie est pour Poutine, ou en tout cas, de toute façon, ils ne veulent rien avoir avec cette guerre. Sauf que le président Trump pense que il pourrait en tirer quelque chose. Ce n'est plus la diplomatie, les grands principes, mais aujourd'hui, avec le président Trump, c'est qu'est-ce que je peux avoir de vous et pour que les États-Unis deviennent plus riches et sont encore plus puissants. Il faut se dire... La diplomatie a donc changé de nature, alors. Il n'y a plus de diplomatie, il y a je vous demande de faire ça, faites ça. La diplomatie, c'était la façon, c'était le langage des États, plus ou moins, qui se respectent. Et aujourd'hui, pour Trump, même pour ses alliés, le Canada, le Mexique, le Canada est au nord des États-Unis, le Mexique est au sud, ce sont les pays qui ont des frontières directes avec la partie continentale des États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, il leur dit, vous, Canada, vous laissez passer des drogues, c'est infime, chez nous, vous n'achetez pas suffisamment, donc on va vous imposer des taxes, peut-être de 10%, 25%. Au Mexique, c'est pareil. Souvent, des situations, des problèmes comme ça, ou des différends comme ça prend du temps, ça se discute, mais ce n'est pas un président qui dit, voilà, je fais ça le lendemain. Donc, il y a effectivement un grand changement. Et ce sont les pays occidentaux, les alliés de Trump, qui sont là à se demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, on ne sait pas qui est l'ennemi et qui est l'ami. Mais pour revenir à ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, dans la salle ovale, effectivement, le monde aujourd'hui comprend que pour Trump, les anciennes alliances, notamment l'OTAN, qui est l'alliance qui unissait la plupart des pays de l'Europe occidentale aux États-Unis, et cette alliance-là disait que quand un pays membre de l'OTAN était attaqué, les autres devaient en quelque sorte venir en aide, se mobiliser et se battre avec le pays attaqué. C'est donc la fin de l'OTAN et l'émergence de... En tout cas, on voit que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, hein. C'est clair. Mais les pays de l'OTAN se sont beaucoup engagés, puisque la France, l'Allemagne, tout ça, ont des armes dedans. On dit même qu'il y a des soldats dedans, hein. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les États-Unis interviennent en Europe et les États-Unis prennent des décisions sans consulter, sans tenir compte de l'avis de ses alliés européens. Et là, c'est incompréhensible, puisque l'ennemi principal, c'était la Russie. Or, aujourd'hui,
les États-Unis refusent de dire que la Russie est l'agresseur, ce que affirme l'Europe, et Trump dit beaucoup de bien sur Poutine. On dirait que c'est son modèle. On a l'impression que la seule personne que Trump respecte aujourd'hui, c'est Poutine. Mais tous les autres comptent pour du beurre. Est-ce qu'on peut dire on va vers un basculement des alliances, en tout cas au niveau mondial, moi, je suis très prudent. Tout semble effectivement aller dans ce sens-là, que les États-Unis, en tout cas Trump aujourd'hui, se dit qu'il n'a que faire de l'Europe. Il a dit il y a un océan entre nous. La priorité, c'est de contrôler l'Amérique. D'abord, l'Amérique du Nord, et puis avoir une influence très importante. On a vu que Trump a forcé des pays d'Amérique du Sud et centrale à prendre des prisonniers et des émigrants qui ne sont pas de chez eux. Il impose la force. Il a dit qu'il veut reprendre le canal de Panama. Le Canada, qui n'est pas un petit pays, deviendrait le 50e État américain des USA. Enfin, on ne sait pas où on est. Voilà. Et donc, il décide tout seul. D'ailleurs, on voit que en Europe, même dans pas mal de pays, on voit de plus en plus des images, des caricatures de Trump avec une couronne de roi ou en tenue de gangster, de Don Corleone. Donc le président Trump, roi ou gangster, comment il se positionne? Ces méthodes de gouvernance n'ont rien à voir avec la gouvernance politique classique. Absolument pas. On parle des États-Unis, on parle d'État de droit, etc. Bon, nous devons faire attention, parce que il est clair que ce qui apparaît, c'est que ces grands États n'ont jamais respecté les faibles. Oublions souvent que ces grandes guerres meurtrières ont été faites par des pays dits civilisés, justement. C'est l'Allemagne, c'est les États-Unis contre l'Irak et d'autres. Et on oublie que les génocides, l'un des plus grands, c'est aux États-Unis. Et en tout cas, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'ère américaine qui impose, qui unit les pays européens. Et ces derniers temps, on voit que le président Trump n'a que faire de ce théâtre-là, de ces mises en scène-là. Il dit, c'est la force qui joue. Seul compte pour moi les pays d'où je peux tirer quelque chose par la force en tant qu'amis, plus ou moins, mais ils doivent toujours, ces pays-là, savoir que l'Amérique a le droit, ou s'arroge le droit, de faire ce qu'il veut. Justement, par rapport à une telle personnalité qui est à la tête, on va dire, du monde, qu'est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à nous, pays africains, à nous, pays vulnérables, à nous, Comores, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'échiquier international et tout ce chamboulement, le changement des alliances, l'affaiblissement de l'Europe, ou alors le rapport de force qu'il y a entre nous, qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qu'on pourrait devenir demain? Parce qu'on a vu le chamboulement qu'il y a aux États-Unis avec ce changement au niveau, en tout cas, de l'administration américaine, avec des choses qui ont été supprimées et autres. Quel impact avec ce type de gouvernance qu'il peut y avoir sur nos vies? Au niveau de l'Afrique, je ne suis pas sûr que Trump, si on lui montrait une carte, il reconnaîtrait et saurait où se trouve l'Afrique.
C'est clair qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ce qui caractérise aussi cette administration Trump, c'est une nouvelle forme de racisme. Les administrations, on renvoie, on expulse, on licencie des milliers d'agents de l'État supposés ou accusés d'être là parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont des femmes, ils sont supposés avoir été favorisés pour ça, ce qui est faux. Par exemple, le chef de l'état-major des armées américaines, General Brown, qui est un pilote émérite, qui est un grand officier, il a été chassé et remplacé par quelqu'un qui était, je dirais, si on voulait comparer, un général de brigade. Alors que... et 2 étoiles. Alors que celui-là était à la retraite, c'est quelqu'un qui n'a pas été sur les champs de bataille, mais dans les services secrets. Mais ce qui compte pour Trump aujourd'hui, c'est la fidélité à sa personne. Et il dit que tout ce qui se référait à la promotion ou à l'équilibre ou à l'équité doit être oublié aujourd'hui aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de gens, par exemple... C'est une vraie politique suprémaciste alors. Oui, on peut dire qu'il s'assume, qui s'assume en tant que tel aujourd'hui. Donc, pour revenir à l'Afrique, il est évident qu'on peut constater ce racisme qui ne se cache pas. On peut voir aussi les positions de Elon Musk vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Donc, mais je pense que aujourd'hui encore, l'Afrique, les échanges entre l'Afrique et l'Amérique pèsent très très peu comparé à d'autres pays, à d'autres continents. Mais bien que il faut s'attendre à des mesures contre l'Afrique du Sud qui s'est beaucoup affirmée, à la fois par rapport au génocide israélien de Gaza, par exemple, et c'est l'Afrique du Sud qui a tenu tête à Israël, qui mène ce combat-là, et aussi qui s'affirme en tant que membre des BRICS, l'indépendance économique ou construire un monde multipolaire qui ne soit pas simplement un monde qui se réfère simplement à Washington. Mais il y a des conséquences immédiates. Dans un pays comme le Comore, en réalité, la primature ici, c'est les organisations des Nations Unies, les experts et tout ça. Il n'y a rien qui se fait ici, c'est toujours des projets financés sur la base de décisions mondiales, tel programme, donc il y a telle organisation des Nations Unies qui va gérer ça, ainsi de suite. Et même une partie de l'élite ici, comme notre élite ne produit rien, on ne peut pas produire, même s'ils sont qualifiés, le refuge, c'est ces organisations des Nations Unies. Je pense que dans quelques années, c'est peut-être ça ira très vite pour certains d'entre eux, comme le budget, les États-Unis ne vont plus payer leurs cotisations, ils vont se désintéresser, je pense que ça va avoir des effets immédiats. On sait que pour certaines maladies, par exemple aujourd'hui, SIDA et autres, des vaccins, ça va avoir un impact immédiat pour les plus pauvres. Mais d'un autre côté, je pense que
ça va réveiller aussi les élites africaines sur la nécessité d'être indépendante, mais autonome, et de coopérer. C'est un monde multipolaire avec l'Asie, par exemple. Ce qu'on constate aujourd'hui, en réalité, il y a un pays dont les États-Unis, que les États-Unis craignent, dont ils ont peur, c'est la Chine. Et je pense que la Chine et des autres pays d'Asie qui s'affirment aujourd'hui, la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, la Corée du Sud et le Japon, même si ces deux pays-là sont sous l'aile américaine, mais ce qui vient de se passer aussi les intéresse aussi, parce que rien ne dit qu'à un moment donné, Trump ne pourrait pas dire « foutez-moi la paix, je traite avec Xi Jinping, la Chine, et le compromis, non pas que je les aime, mais le compromis que je fais avec eux, c'est vous n'avez pas à venir m'emmerder là-dessus. » Donc, c'est tout cela qui est mis en jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pendant cette période de grand changement, parce qu'on y est, il y a un tournant des pays comme nous. Qu'est-ce qui nous devrions faire, et je ne parle pas que des institutions. Nous devrions faire, nous devrions faire ce que nous devrons toujours faire. Nous approprier nos problèmes, revoir notre éducation pour entrer dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de jour où, quand on lit le journal, on ne voit projet un expert qui ne sait pas plus que celui qui vient de voir, sauf que le Comorien qui est là ne réfléchit pas du tout à son pays, mais se dit toujours quel est le projet que je vais faire pour avoir mon 4x4 ou ma sécurité. Nous sommes complètement isolés des pays frères, l'Afrique de l'Est. Nous parlons une langue qui est le français, qui n'est plus parlé scientifiquement ni technologiquement. Quand le président Macron est à l'extérieur, quand les scientifiques, l'élite française est hors de France, elle parle anglais. Aujourd'hui, ce que nous avons vient de l'Asie, nos commerçants y vont, mais notre élite n'y va pas. Bien qu'on commence à avoir un changement, parce que je constate que les enfants d'une partie de l'élite comorienne, maintenant, vont de plus en plus en Asie orientale, dans les pays, dans les Émirats, en Malaisie, de plus en plus, et même en Chine. Donc, c'est réellement les élites. Je vois pas mal d'enfants, de professeurs, de gens très très riches qui ne vont plus en France. Non pas que la France, bien sûr, la France est un pays très développé techniquement, mais moins que vous soyez français, même si vous êtes le premier en France, vous resterez toujours à des échelons en dessous de vous. Alors que en faisant vos études en anglais, peut-être même vous vous ouvrez, vous pouvez aller dans le monde entier. Pour conclure, et en revenant sur la scène internationale et donc cette crise de la guerre d'Ukraine, à quoi s'attendre entre ce bras de fer qu'il y a entre une position européenne qui soutient l'Ukraine et une position américaine qui est assumée? Je ne sais pas, parce que... de pousser à l'arrêt de la guerre et donc à signer l'arrêt de la guerre. Sinon, il y a quand même la menace de la Troisième Guerre mondiale. Le président Trump l'a répété plusieurs fois. Vous voulez la Troisième Guerre mondiale. Et ce qu'il faut craindre, c'est cette escalade-là, où vous pensez que les belligérants vont revenir à la raison. Je ne crois pas à la Troisième Guerre mondiale dans les médias. L'ennemi est de plus en plus pour l'Europe. Je ne sais pas si ça va changer, c'est la Chine.
La Chine qui est le seul pays, grand pays, qui n'a jamais attaqué un autre pays. La seule fois où il y a eu une sortie de troupes chinois en tant que telles, pas pour aller assister la Corée, mais c'était, je ne sais plus si c'était en 1976, un mois au Vietnam à cause du conflit entre le Vietnam et la Corée. C'est pendant les 3000 ans où la Chine existe en tant que telle, son histoire, les Chinois n'ont jamais attaqué personne. Aujourd'hui, partout, on entend parler, on le dit aux Africains, attention, l'ennemi, c'est la Chine, parce que la Chine s'affirme et retrouve son rang. Donc, le deuxième ennemi, pour l'Europe en tout cas, c'est la Russie. L'Europe, maintenant, se réveille par rapport aux USA, mais elle n'est pas capable, en tout cas pas dans les 2 ou 3 ans ou 4 ans, de se dire qu'elle peut se défendre, même coupée des États-Unis. Donc ça va forcer à des compromis. Oui, il faut maintenant que nous dépensions de plus en plus de l'argent pour notre défense. Mais est-ce que l'Europe aussi, si elle fait ça, va se dire toujours que l'ennemi, c'est la Chine? Parce que la Chine, technologiquement, aujourd'hui, dépasse d'un point de vue, dans beaucoup de domaines, l'Europe. Je ne sais pas. Est-ce que les États-Unis n'entrent pas dans une phase de déstabilisation? Je m'explique. Jusqu'à présent, pendant ce mois, Trump a tétanisé tout le monde, y compris le Congrès, c'est-à-dire les parlementaires qui sont supposés le contrôler. Est-ce qu'avec ce qui se passe, il ne va pas y avoir de mobilisation aux États-Unis où les contre-pouvoirs, où la situation va être très très difficile, qui va paralyser un peu, en tout cas immobiliser les États-Unis pendant les 4 années de Trump. Et à ce moment-là, les rapports de force qui vont sortir vont paraître de plus en plus. Quels sont les compromis qui vont se faire, par exemple, entre l'Europe et la Chine? Quel équilibre entre la Russie et les États-Unis? Il est évident que pour Trump, c'est essayer de gagner la Russie pour couper la Russie de la Chine. Est-ce que la Russie le fera? Puisque la Russie sait aussi que Trump, qui parle d'un 3e mandat, je ne sais pas comment il va le faire. Donc on entre dans une situation où peut-être que nos prières de ce mois de Ramadan nous apporteront une réponse, mais seul celui qui est là-haut, peut nous dire, lui qui est plus puissant que Trump, ce qu'il nous prépare, ou ce qu'il voudrait que nous fassions. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette question d'actualité et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de notre sujet. On se retrouve donc la semaine prochaine et à très bientôt.